militaire à vos rangs. Fixe. Cette clé et réservistes citoyens rassemblés, colonel Caisse, chef du pôle rayonnement de l'armée de terre, à vos ordres, général. Merci. Un commandant en repos, asseyez-vous, je vous en prie. C'est toujours le test. Allô? Ah. Alors je vais y arriver. Mon général, mesdames et messieurs les élus, messieurs les officiers généraux, j'ai la lourde tâche d'animer cette table ronde juste après le repas, qui est souvent la plus compliquée à mener. Et je m'appelle Thierry Brunecker, je suis réserviste citoyen attaché au Prat et membre des groupes de réflexion terre. Et j'ai l'immense plaisir, avec ma camarade Virginie, eh bien, de mettre en exergue les actions de tous ces réservistes citoyens ici présents dans cette table ronde. Alors, cette table ronde et les profils qui sont sélectionnés ont vocation à montrer et à partager à vous tous, messieurs et mesdames et messieurs les réservistes citoyens, un panel de bonnes pratiques et d'exemples d'engagement de citoyens au profit de l'armée de terre. Ces réservistes citoyens ont été sélectionnés par un jury qui s'est focalisé sur la nature inspirante de leurs actions comme force d'exemple pour nous tous. En fait, ils nous représentent un petit peu tous ici, et s'ils ont été choisis, c'est justement par leur action qui doit nous inspirer. Ils seront distingués par le chef d'état-major en fin de table ronde, et c'est un peu vous tous, par cette reconnaissance, qui devez vous sentir distingués. Voilà. Alors, je vais passer tout de suite, parce que le temps nous est compté, on a un timing extrêmement serré, il y a beaucoup de monde qui veulent témoigner aujourd'hui. La parole à Virginie, qui va donc nous présenter les 4 premiers réservistes citoyens et leurs actions. Bonjour, donc Virginie Lemarié, moi je suis réserviste au pôle rayonnement de l'armée de terre également. Et là c'est mieux. Donc je vais vous présenter nos réservistes qui vont vous partager leur expérience et source d'inspiration. En tout cas, nous c'est ce qu'on a vraiment perçu à la préparation de cette table ronde. Tout d'abord, Georges-Michel Rouanet. Georges-Michel Rouanet est colonel de la réserve citoyenne dans la zone terre Île-de-France, qu'il a intégré, voilà tout juste 18 ans. Il est cadre bancaire retraité et son action porte sur le soutien aux blessés, en particulier par le biais d'une collecte de sang aux invalides, dont vous avez certainement tous déjà entendu parler, chaque 14 juillet. Merci. Merci. Mon général, mesdames, messieurs, afin de répondre aux souhaits du commandant Cazorla, mon autorité de tutelle, je lirai ma présentation. Ce que je perdrai en spontanéité, je le garderai en concision, puisque je dispose de 5 minutes pour présenter mon action. Effectivement, en 2004, je suis agréé dans la réserve citoyenne afin de servir bénévolement l'armée de terre. La première mission qui me fut confiée par l'adjoint communication de l'époque a été de venir l'épauler dans la remise en ordre de marche du concert caritatif du gouverneur militaire de Paris. À ce titre, j'ai participé à son organisation et à l'accueil, entouré d'une quinzaine de réservistes citoyens le jour J, jusqu'à ce que la pandémie suspende provisoirement sa tenue. J'ai appris depuis lors que celui-ci a repris avec une autre équipe. En vérité, on n'est jamais propriétaire de son action, si l'on souhaite qu'elle se pérennise. Je donne également des cours de français à des légionnaires au sein du groupement de recrutement de la Légion étrangère, au titre d'une triple action solidaire. Ils sont soldats, je suis civil. Ils sont étrangers, je suis français. Ils sont jeunes,
Je suis un tout petit peu moins. Très impliqué dans la cause de nos blessés et des familles de nos camarades disparus, cette année, je contribue à l'organisation du dîner caritatif Vulnerati, au cours duquel des enchères, des bouteilles de vin seront vendues aux enchères. Bien, le vin avec modération, en ce qui concerne les enchères, sans aucune modération, afin de recueillir des fonds au profit de l'ado. Message passé, mon colonel, il reste encore des tables disponibles, aussi bien pour vous que pour vos réseaux. Hein, l'argent, c'est important, c'est le nerf de la guerre. Comme vous avez pu le constater, alors c'est le 9 juin que ça va se passer. Comme vous avez pu le constater, 2 de mes précédentes actions ont donc pour objectif de récupérer des dons pour aider nos soldats blessés dans leur reconstruction physique et psychique. Mais avant d'entamer ce parfois long parcours, il est nécessaire de sauver notre blessé. Et pour cela, il faut, entre autres, disposer de sang en quantité suffisante et si possible, au plus près de l'action. Car la principale cause de décès est le risque hémorragique. C'est pourquoi je suis ici devant vous pour vous présenter cette magnifique aventure qui est la collecte don du sang 14 juillet. Collecte don du sang 14 juillet, c'est effectivement une grande aventure qui commence en 2014. La réserve citoyenne du gouverneur militaire de Paris approche le centre de transfusion sanguine des armées à partir du constat suivant. Les stocks de sang sont dramatiquement faibles en période estivale. Et elle propose, pour pallier à ce manque, ce besoin, de faire appel au monde civil. Problème, l'établissement français du sang a le monopole auprès de cette population. Sauf le 14 juillet et le 11 novembre. La date est donc tout de suite trouvée, 14 juillet. Là commence un long parcours du combattant pour pouvoir s'intégrer dans l'opération de relations publiques qui a lieu l'après-midi sur les Invalides. Le résultat de cette collecte a conduit de la pérenniser, malgré les changements successifs de lieux de collecte et malgré des risques liés aux attentats et au Covid. En 2014, 129 donneurs potentiels ont conduit à 90 dons. En 2018, année record, 496 donneurs potentiels ont conduit à 376 dons. En 2021, l'année dernière, 374 donneurs potentiels ont conduit à 325 dons. Léger effet Covid. Aujourd'hui, la salle Turenne, mise à disposition par le musée de l'armée, accueille la collecte aux Invalides. La collecte de dons du sang, 14 juillet, c'est effectivement aussi une grande aventure logistique et de communication. En effet, il s'agit de basculer un ensemble de matériel sur un site qui n'est pas forcément structuré pour recevoir une telle collecte. Suée froide au sens propre comme au sens figuré, assurée. Serons-nous prêts à temps? Les donneurs seront-ils présents? D'où la nécessité en amont de l'événement d'informer, sensibiliser une population civile à venir donner son sang au profit des armées, en s'appuyant entre autres sur une campagne d'affichage, les réseaux sociaux et, important, une annonce en fin de défilé. La collecte du sang, 14 juillet, c'est enfin une grande aventure humaine qui ne peut avoir lieu sans les hommes et les femmes qui conjuguent leurs efforts dans une même direction. Comment ? Ah, ça va être dur de conclure là. Oui, 2 minutes. Les 2 minutes que j'ai récupérées pour le concert. Votre crédit de 2 minutes. Voilà. Pour nous dire quel est en résumé finalement l'esprit et la philosophie qui vous anime derrière cette action. Donc quand même, je tiens à souligner, si vous le permettez, que je ne suis pas seul dans la manœuvre et que 30 réservistes citoyens sont mobilisés sur la journée, qui ne sont donc pas là que pour faire de la figuration. Qu'ils en soient ici publiquement remerciés. Et c'est en leur nom que je parle. Voilà. Donc, cependant, au-delà des chiffres, l'opération don du sang 14 juillet est un exemple concret de ce que la réserve citoyenne est capable de proposer, de co-organiser pour promouvoir le lien armée-nation.
qui se traduit par un soutien indéfectible à nos blessés et une sensibilisation de la population civile à cette problématique. À une population qui, certaines années, brave jusqu'à 2 heures d'attente. Pour terminer, répondre à votre question. Pour résumer la philosophie de cette opération, rien de mieux que de reprendre les slogans qui ont figuré sur les différentes affiches. Chaque jour, ils sont prêts à donner leur sang. Aujourd'hui, je donne mon sang. Ils donnent leur sang pour nous, je donne mon sang pour eux. Le sang versé pour le sang donné. C'est pour moi une grande fierté, mais surtout un grand honneur, de m'inscrire à côté de mes camarades de l'ARC dans toutes ces actions qui donnent du sens à notre engagement. Mon général, messieurs, mesdames, je vous remercie de votre écoute. Nous allons maintenant entendre l'expérience de M. Alexis Paulin. M. Paulin est commandant de la réserve citoyenne dans la zone terre nord-est. Il est directeur des ressources humaines d'un groupe industriel et son action porte sur la construction de liens avec le monde de l'entreprise. Pas uniquement, mais j'en parlerai. Mon général, mesdames, messieurs, donc je suis directeur des ressources humaines de la branche automobile d'un groupe français, mais présent à l'international, qui s'appelle l'ICI. Le groupe compte environ 12 000 collaborateurs, dont 5 000 en France. Le groupe, à travers son directeur général, qui s'appelle Emmanuel Viellard, qui est très engagé dans le monde de la défense, qui est président d'ailleurs du comité de liaison MEDEF Défense au plan national, a souhaité concrétiser cet engagement en signant une convention de soutien à la réserve militaire en 2017. Et à cette occasion-là, mon directeur général m'a désigné référent défense du groupe. Donc là, c'était un rôle interne à l'entreprise. J'ai conduit un certain nombre d'actions de communication, des campagnes d'affichage, des vidéos que j'ai réalisées et communiquées en interne. Et ça a été assez porteur, et au point où le secrétariat général de la Garde nationale m'a approché en 2019 pour me proposer de prendre un rôle de correspondant réserve entreprise défense, CRED, sur le territoire de Belfort, rôle que j'ai accepté, mais qui nécessitait... Alors, un petit mot sur les CRED, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de CRED dans la salle, et ce n'est pas un rôle qui est connu de tout le monde. Les CRED, c'est en quelque sorte des ambassadeurs de la réserve opérationnelle auprès des entreprises sur leur territoire. C'est un rôle qui vise à encourager les entreprises à soutenir la réserve militaire en facilitant l'accès de leurs salariés à la réserve opérationnelle et à signer des conventions dans ce sens. Donc pour être CRED, en revanche, il fallait être réserviste opérationnel ou citoyen, ce que je n'étais pas. Le secrétariat général de la Garde nationale, qui a vu que j'avais fait mon service national comme kinésithérapeute, mon premier métier, à Châlons-en-Champagne, Châlons-sur-Marne à l'époque, mon général. Du coup, le service de santé des armées m'a désigné réserviste citoyen du SSA. Donc ça a été mon premier mandat de réserviste citoyen. Et je me suis retrouvé en territoire de Belfort, jeune réserviste citoyen d'un service de santé avec très peu de présence sur le territoire, ce qui fait que je me suis naturellement tourné vers la DMD pour voir comment je pouvais être utile sur le territoire. Et c'est là qu'a véritablement commencé mon rôle de réserviste citoyen. Et là, j'ai contribué à 2 projets qui me valent d'être ici aujourd'hui, à mon avis. 2 projets avec la DMD. Un premier dans le cadre des JNR 2020. On voulait faire en équipe, on avait constitué une équipe à l'initiative du DMD adjoint, le lieutenant-colonel Petet. On voulait faire un événement sur les JNR avec une table ronde, des conférences et de l'exposition de matériel en direction des étudiants du territoire de Belfort. Malheureusement, la crise sanitaire ne nous a pas permis de faire ça, mais on ne s'est pas laissé avoir, on ne s'est pas démonté, on a décidé de faire ça de façon dématérialisée. Et c'est là où j'ai joué un rôle très actif, puisque j'ai des compétences extra-professionnelles de vidéo, de multimédia et de streaming sur les réseaux sociaux. Et on a monté ensemble une opération de dématérialisée sur YouTube, un événement live YouTube avec une table ronde. On a construit un studio, enfin monté un studio dans mon entreprise. Il y avait 4 intervenants, des micros, du multicaméra, et on a envoyé un flux d'une conférence avec des témoignages de réservistes qui avaient été préalablement enregistrés en vidéo, etc. Donc quelque chose qui a été très apprécié par la DMD. Et ensuite, j'ai participé à un 2e projet. Il y a un groupe de cadets très actifs, cadets de la défense très actifs sur le territoire de Belfort, et un groupe de réservistes et évidemment des permanents de la DMD ont souhaité engager ce groupe de cadets à concourir au prix du gouverneur militaire de Metz et au prix Armée Jeunesse.
C'était en 2020-2021. Et là, j'ai accompagné le groupe des cadets sur 2 aspects. La création d'un site internet. L'idée, c'était de créer un circuit de mémoire du siège de Belfort. Et donc, j'ai créé avec les cadets le site internet qui porte ce projet. Et j'ai également aidé les cadets à créer la vidéo de présentation du projet, qui à la fin leur a valu le prix du gouverneur militaire de Metz et le prix du public du prix Armée Jeunesse. Voilà. Donc j'ai joué un rôle important sur ces 2 projets, mais évidemment au sein d'une équipe, c'est un travail d'équipe porté notamment par une DMD très active et vraiment une équipe formidable. Merci beaucoup. Donc on va passer au témoignage de Valérie Bernaudat-Dumontier. Valérie est commandante de la réserve citoyenne dans la zone terre sud-est. Elle a fait carrière dans l'industrie pharmaceutique, mais a par ailleurs de nombreux engagements. Elle est notamment conseillère municipale et commissaire à la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Son action qu'elle va nous présenter porte sur le domaine de la mémoire, et en particulier par le rayonnement de cette flamme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'idée de votre projet a germé ? Bonjour à toutes et à tous, général, chers amis. Je pourrais commencer en disant « il était une fois », mais je mangerai tout mon crédit et je vais être solidaire, je vais tâcher de donner 2 minutes de mon crédit à mon camarade. Donc je vais simplement vous dire que tout a commencé à l'issue de la visite d'une exposition qui a eu lieu au musée des troupes de montagne à Grenoble, qui retraçait le parcours extraordinaire, et je pèse bien mes mots, extraordinaire d'un poilu au tempérament tout à fait incroyable et qui mérite notre admiration à tous. Je vous présente votre sauveur, Albert Séverin Roche, premier poilu de France, plus précisément premier soldat de France. C'est avec ces mots que le maréchal Foch a présenté ce fameux poilu à la population, ce poilu qui n'était que simple première classe au sein du 27e bataillon de chasseurs alpins. Et avec ses 1180 prisonniers allemands, une broutille, à son actif, Albert Roche est multiplement décoré avec 12 citations, si ma mémoire est bonne. C'est dire si ça force le respect. Et c'est en découvrant qu'il avait été une partie prenante lors d'un moment tout à fait particulier, un certain 10 novembre 1920, dans une crypte à Verdun, où 8 cercueils étaient présentés, avec à l'intérieur des soldats qui n'avaient pas été volontairement identifiés, en tout cas dont on savait qu'ils ne pourraient pas être identifiés, Albert Roche a participé au choix du soldat inconnu. Mieux que ça, non seulement il était présent, mais en plus, compte tenu de ses faits d'armes, il a porté le cercueil jusque sous l'Arc de Triomphe, j'allais dire demeure définitive du soldat inconnu, puisqu'il a été inhumé non pas le 11 novembre 1920, mais quelques semaines plus tard, laissant le temps au personnel de préparer sa dernière demeure, puisque le soldat inconnu a été inhumé le 28 janvier 1921, raison pour laquelle nous avons célébré le centenaire de ce soldat inconnu l'année dernière. Et ça tombe bien, puisque justement, l'idée est venue de lui rendre un hommage tout à fait particulier lorsque j'ai eu connaissance à la fois de ses faits d'armes, mais du fait qu'il avait été très impliqué finalement d'une manière un peu indirecte, mais quand même très impliqué dans le choix du soldat inconnu. Assez naturellement, l'idée m'est venue de lui rendre un hommage tout à fait particulier à travers un périple de la flamme qui est parti de Paris depuis l'Arc de Triomphe jusque dans son village natal de Réauville. Mais on ne s'est pas contenté de prendre la flamme à Paris et de l'amener à Réauville. C'est un projet qui s'est construit dans le temps, et je remercie le général Givre qui est ici présent, puisque c'est lui qui m'avait invité à participer à cette exposition, qui a validé le projet, mais qui ensuite s'est enrichi avec le général Hervé de Courrèges pour faire en sorte que la flamme rayonne au-delà de la capitale, mais au-delà aussi de Grenoble et du département.
Donc la flamme a commencé, le périple a commencé depuis Grenoble avec un détachement de la 27e brigade d'infanterie de montagne, que je suis fière de représenter aujourd'hui, avec un détachement du 27e bataillon. Non, malheureusement, nous n'avions pas le 27 avec nous, mais nous avions le 7e bataillon de chasseurs alpins et le 93e régiment d'artillerie de montagne. Ensemble, nous sommes montés à la capitale. Nous avons pris ensemble la flamme sous l'Arc de Triomphe et j'étais très heureuse de faire découvrir à nos soldats cette cérémonie tout à fait particulière. Et je peux vous dire qu'ils étaient empreints d'une très, très grande émotion. Et ensuite, prélèvement effectué, nous sommes redescendus en Isère. La flamme est entrée en Isère par Vienne, où une cérémonie dans carré militaire très émouvante également a eu lieu avec les personnalités de cette ville. Le soir, la flamme a été transportée, elle a fait mouvement vers Grenoble pour être veillée à l'hôtel des troupes de montagne. Et là encore, une grande émotion auprès de nos soldats que de veiller cette flamme qui, le lendemain, a été hissée au Mont Jala, au-dessus de Grenoble, pour un hommage national à nos troupes de montagne. Flamme toujours, j'allais dire, veillée, gardée précieusement par nos soldats. Et j'en ai encore des frissons. Le fait de penser que nos soldats étaient vraiment fiers de porter et de suivre cette flamme. Et le périple de la flamme, vous l'avez compris, n'était pas terminé, puisque à l'issue de cette cérémonie, hommage national à nos troupes de montagne, dans l'après-midi, périple de 3 jours, dans l'après-midi, nous sommes redescendus en Drôme, Drôme provençal à Réauville, village natal d'Albert Roche, où la flamme était attendue par tout le village et toutes les autorités militaires et civiles du département. Dans ce tout petit village de 300 âmes, une flamme accueillie avec beaucoup d'émotions, mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'était la présence des enfants, mais on en parlera tout à l'heure. Mais tout de suite même. Puisque, en conclusion, est-ce que vous pouvez nous indiquer ce qui vous a le plus marqué? Que retiendrez-vous de votre action? Ce qui m'a le plus marqué, ou ce que je retiendrai au-delà de l'aventure humaine, c'était véritablement le caractère fédérateur de la flamme du soldat inconnu. Parce que la flamme du soldat inconnu, et pour être commissaire à la flamme, je connais bien cette dimension, ça n'est plus seulement la flamme qui est sous l'Arc de Triomphe, c'est véritablement, et là je reprends les mots du général d'Armédari, la flamme de la nation. Et le fait de voir ce village, petit village, ému aux larmes pratiquement, d'accueillir cette flamme du soldat inconnu, soldat inconnu que Albert Roche avait vu, en tout cas il avait été présent lors du choix du cercueil, lui rendre un hommage, c'était juste un juste retour des choses, que cette flamme arrive jusqu'à Réauville en Drôme provençal. Ça m'a profondément marqué. Les enfants ont fait une chorégraphie qui a été préparée par un danseur étoile. Ça prouve aussi qu'il voulait bien faire les choses, retraçant l'histoire du soldat Albert Roche. Et puis ce qui m'a marqué aussi, c'est ce maire de ce petit village qui aujourd'hui œuvre pour réhabiliter ou en tout cas restaurer le buste d'Albert Roche qui trône sur la place du village. Et c'est en cours puisque c'est le chef sculpteur du musée Grévin qui s'occupe de cette question et qui a pris le sujet à bras-le-corps et prochainement une inauguration. Juste terminer par une petite chose. Vis-à-vis de nos soldats, ce qui m'a aussi beaucoup touchée, ce sont ces 3 jours en immersion pour moi, d'être à leur contact, de partager avec eux l'histoire du soldat inconnu, qu'ils connaissaient peu ou mal, mais on comprend quelle a été leur fierté. C'est un véritable moment de partage que l'on a vécu. La fierté qu'ils ont eue à porter la flamme sur tout ce périple-là. Et dire simplement que c'est une belle aventure humaine. Et je tiens à remercier les généraux qui sont ici présents, sans les nommer précisément, mais de cette, comment dirais-je, de cette capacité qu'ils ont aussi à nous mettre suffisamment à l'aise pour qu'on puisse faire rayonner nos troupes de montagne. Merci beaucoup. Nous allons maintenant entendre le témoignage de William Royer. William Royer est commandant de la réserve citoyenne dans la zone Terre Sud. Il est enseignant d'économie et gestion et son action porte très logiquement sur la jeunesse à travers l'organisation des classes de défense et ce, en coopération directe avec le 503e régiment du train auquel il est rattaché.
Mon général. Ça fonctionne, tant pour moi. Mon général, mesdames et messieurs, bonjour. Donc en fait, je suis enseignant éco-gestion sur le lycée d'Arboux à Nîmes, dans l'académie de Montpellier. Et je suis rattaché donc au 503e régiment du train sur la base de Garon. Donc unité que j'ai intégrée en 2011, puisque bon, j'ai un parcours d'active de réserve opérationnelle dans les troupes de marine. Et ensuite, j'ai été rattaché au final dans la réserve citoyenne à partir de 2011. Voilà, donc en fait, avant toute chose, je tiens à dire que le projet que je vais vous présenter, que j'ai l'honneur de vous présenter, c'est un travail d'équipe. Hein. C'est-à-dire que bon, je suis mis à l'honneur effectivement aujourd'hui, mais je souhaite saluer l'ensemble de mes camarades du 503, où on dit la devise du régiment, c'est labor omnia vinci, par le travail, autant pour moi, par le travail, la victoire toujours. Donc en fait, c'est un travail de longue haleine, puisque ça fait presque 10 ans qu'on travaille sur cette action, qui perdure, qui a évolué dans le temps. Et je tenais quand même à saluer mes camarades, et notamment le capitaine Galliot, qui est dans les rangs actuellement. Cette action donc, est menée par l'Éducation nationale dans le cadre des classes défense, et en même temps par les armées, hein, puisque c'est les classes défense par rapport au protocole de 2016 et de 2020 qui cadrent justement ces actions. Et on a estimé au 503 qu'on pouvait peut-être monter quelque chose en lien avec les classes des lycées professionnels de Nîmes, notamment sur les bacs pro métiers de la sécurité. L'objectif, c'est de pouvoir valider, en tout cas de présenter au départ en 2011 les journées nationales des réserves à ces classes de CAP ou de bac pro. Et ensuite, à partir de 2017, donc on a de 2012 à 2017, on a fait des journées nationales des réserves. À l'arrivée du régiment en 2011, autant pour moi, dans le Gard, il a fallu monter en puissance les escadrons de réserve, donc, et de faire rayonner le régiment sur zone. Et à partir donc, de cette époque, le régiment s'est rapproché des établissements scolaires pour pouvoir se faire connaître et peut-être pouvoir pourvoir les escadrons de réserve. Donc depuis 2012 jusqu'à 2017, on a fait les journées nationales des réserves. J'ai eu l'honneur d'être immédiatement intégré et acculturé chez les Tringlots. Et donc à partir de là, le colonel Grébil, sous l'impulsion du colonel Grébil en 2017, on a monté en puissance et on a mis en place ce qu'on a appelé une préparation militaire terre à valeur de stage en entreprise, c'est-à-dire que PMT, PFMP, période de formation au milieu professionnel. La finalité de cette action, de cette immersion de notre jeunesse, est de pouvoir permettre à nos jeunes, depuis la classe de seconde jusqu'à la classe de terminale, d'être immergés sur une classe défense à valeur mémorielle, où cette classe prend le nom d'un soldat mort pour la France. Donc on a déjà eu la promotion Querelle, la promotion d'Alverny, la promotion Hugo Battier. Donc là, ils ont voulu prendre les jeunes, un jeune élève décédé. Et la promotion Madeleine Poliac, qui était une pédiatre de la Croix-Rouge, et donc qui a pris le nom de la promotion pour la classe de seconde actuellement. Et nous sommes actuellement sur 3 établissements scolaires répartis sur l'Académie de Montpellier et l'Académie de Marseille, en l'occurrence les lycées de l'Estac de Marseille, le lycée d'Alzon de Beaucaire et le lycée d'Arboux de Nîmes. J'ai cet honneur de coordonner cette action au sein du régiment avec le BOI et de pouvoir faire en sorte que les actions mémorielles qui sont assez diverses, puisqu'on a parlé de la Croix-Rouge ce matin, moi dans mon établissement on a mis aussi l'option Croix-Rouge en place. Donc à travers la construction citoyenne de nos élèves, on les forme aussi à être des citoyens. Et ensuite, s'ils veulent prendre le métier des armes, ils le peuvent. Et à ce titre, on a pu quand même avoir ces chiffrés. Hein. On a quand même pas mal de jeunes qui se sont engagés soit au 503e régiment du train ou dans les armées. Donc après, on essaie de suivre les cohortes et de voir qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. À travers les promotions, c'est aussi un gage de cohésion, puisque bon, ils font partie d'une promo. Et donc tous ces éléments-là sont appelés à évoluer encore dans le temps. Hein. Ça fait que 10 ans qu'on le fait. J'espère qu'on pourra continuer à poursuivre l'aventure et à faire évoluer nos actions. Et de faire en sorte aussi, puisque bon, tout travail doit être modélisable et adaptable. Donc le fait que j'ai cet honneur de pouvoir vous exprimer les actions mises en œuvre au sein de notre unité, c'est de pouvoir ensuite déployer ce process, ces actions,
au sein de vos AMR, au sein de vos zones de défense, puisque bon, ça marche. C'est du travail, mais ça marche. Et il y a pas mal de choses qui ont déjà été éprouvées et qui fonctionnent. Donc un petit peu voilà pour les éléments que je voulais brièvement évoquer dans les 5 minutes qui me sont imparties. Donc comme je vous le disais, c'est une action adaptable évolutive. 3 lycées en lice, donc le lycée Lestac, avec des zones différentes, puisqu'on a un lycée dans le 16e arrondissement de Marseille. On a 2 lycées donc sur Nîmes, et ces gamins se retrouvent en fait immergés ensemble sur une même promotion au sein d'une unité. Donc l'objectif, la finalité de ce type d'action, c'est de rechercher la cohésion, l'esprit de défense, qui rejoint justement le protocole ministériel, interministériel. Et on essaye justement, pendant ces 3 années, de les occuper à l'approche mémorielle. Alors, je ne vais pas tout vous énumérer, mais on a eu le Covid, effectivement, mais malgré ça, on a quand même réussi à faire des choses intéressantes. Et donc, voilà. Pour conclure, écoutez, merci. Vous avez effectivement déjà mis en avant l'intérêt qu'il peut y avoir à modéliser l'action que vous avez. Effectivement, en tant qu'enseignant, c'est ça. Le but, c'est de modéliser, c'est de pouvoir permettre justement que cette action soit prise en compte par d'autres unités. Et peut-être avec d'autres classes, puisque bon, moi, sensiblement, je travaille sur les bacs pro métiers de la sécurité. Bon, mais il y a de la log aussi. Il peut y avoir des maçons, il peut y avoir plein de jeunes. La France, il y a plusieurs types de baccalauréat ou de CAP qui peuvent être pris en compte. Voilà, sachez que la porte est ouverte et je partage. Enfin, on partage. Merci beaucoup. Je reprends la parole. Ça remarche ou pas? Oui. Je reprends la parole. Donc, on a bien vu ce lien essentiel qu'il y a par vos témoignages entre la défense et la nation. Je crois que vos témoignages sont vraiment très importants. On va changer un peu de domaine avec Jérôme Fournier, qui est commandant dans la réserve citoyenne dans la zone Terre Sud-Ouest. Il est docteur en biologie, chercheur au CNRS, et son action porte sur l'appui à la préparation opérationnelle du premier RPIMA à travers la recherche de solutions innovantes. À vous la parole. Merci. Mon général, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, donc Thierry l'a dit, je suis biologiste, chercheur au CNRS depuis plus de 20 ans. J'ai réalisé une carrière dans différents laboratoires universitaires ainsi qu'à l'école pratique des études, l'école normale supérieure, et je travaille actuellement au Muséum national d'histoire naturelle. Je partage mon temps entre le Jardin des plantes, ici même à Paris, et surtout la station marine de Concarneau où je réside. Mes recherches scientifiques se fondent essentiellement sur les travaux réalisés sur des terrains éloignés et isolés, tant dans le domaine tropical que polaire. J'ai ainsi effectué plus d'une 50aine de missions et d'expéditions, dont la moitié se situe en forêt tropicale équatoriale et en zone côtière tropicale, et la seconde moitié en Arctique et en Antarctique, ce qui représente environ 6 années vécues sur le terrain. À cela s'ajoute une 50aine de campagnes océanographiques dans toutes les mers du globe. Donc on rajoute 2 années vécues en mer supplémentaires. De plus, je suis chef de plongée scientifique au CNRS. Je compte plusieurs milliers de plongées, y compris sous la banquise dans l'Antarctique. Bref, cette introduction pour dire que c'est mon expertise des milieux dits extrêmes qui a été la clé de mon engagement au 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine, régiment que j'ai l'honneur de servir, où je me rends environ 1 semaine par mois, ce qui représente un volume annuel de 70 jours à peu près au service du premier RPIMA. Mes activités de réserviste citoyen sont nombreuses, variées. Je reçois mes ordres directement du chef du BOI et des CEU des compagnies qui m'emploient. Je travaille évidemment pour l'ensemble du premier régiment, enfin du premier RPIMA, mais préférentiellement pour la première compagnie spécialisée dans la 3e dimension, les shooters, la nautique et les plongeurs, et la 2e compagnie dédiée aux milieux dits extrêmes, donc la jungle, la haute montagne et le grand froid. Je suis toutefois associé à la SDRP, donc la section doctrine rétex prospective, placée sous l'autorité directe du chef du BOI. J'entretiens toutefois des relations privilégiées avec les chefs de STIC et les équipiers SAS, de manière à ce que mes travaux puissent être assimilés directement. Comme je le soulignais, mes activités de réserviste citoyen sont variées. Elles se déclinent en 6 volets. Première chose, des expertises techniques sur des matériels, des technologies, des procédures, des normes, des risques. J'ai notamment travaillé sur la partie risque biologique de la menace NRBC, par exemple.
Deuxième chose, je réalise également des cours sur des sujets que l'on me donne. Ces cours sont de niveau licence universitaire généralement, donc ils servent à densifier les connaissances des équipiers SAS et également servent pour la formation des jeunes qui découvrent une spécialité SAS. Troisième chose, je fournis des renseignements sur les milieux naturels, s'entend, que fréquentent les équipiers. À la demande des CDU, l'accent doit être mis sur la rusticité et de faire corps avec le milieu. Ces études leur permettent de mieux s'approprier un milieu et de connaître d'éventuels dangers. Ces études portent également sur des techniques de survie qui arrivent en complément avec celles enseignées au SNEC, par exemple, et également sur des procédures d'urgence médicale. Pour ces travaux, je travaille en collaboration avec évidemment des médecins militaires spécialistes de ces questions. Je parle d'envenimation, par exemple. Quatrième chose, je travaille sur des études, sur des zones d'intérêt, donc pour la préparation opérationnelle. À la demande du chef de BOI et puis des CDU, je prépare des dossiers régionaux et je prépare également des analyses sur des secteurs géographiques d'intérêt. Ces études arrivent en complément à la préparation et à la planification des opérations. Enfin, ça permet également de travailler et de préparer des entraînements spécialisés. Cinquièmement, je fournis des informations de référence telles que des listes d'ouvrages, des sites internet, des images satellites, aériennes, des bases de données. Ça permet de constituer au sein du régiment une banque de données dans laquelle peut puiser les différents services de BOI et également le CDU et leurs adjoints au niveau des compagnies. Enfin, j'active mon réseau scientifique pour les besoins du régiment. J'ai la chance d'avoir un très large réseau de connaissances avec mes collègues du CNRS, du Muséum, l'Institut de recherche pour le développement, l'INSERM, l'INRA, je passe tous les détails, jusqu'à l'Académie des sciences. Donc, je mobilise en fait ces collègues de temps à autre pour répondre à certaines questions. Donc, pour conclure, je veux dire l'honneur que j'ai à servir ce régiment et je tiens à remercier tous les chefs de corps successifs et ainsi que tous les personnels qui m'ont toujours accordé leur confiance et réservé le meilleur accueil. Je vous remercie. Cher Jérôme, toutes mes félicitations pour le respect parfait du timing. 4 minutes 31, je crois que c'est une performance qu'on peut saluer. On voit aussi à quel point on passe dans la phase réserviste citoyen au service par nos compétences de la belle arme. Et à ce titre, je continue donc avec le témoignage, hélas, d'un réserviste citoyen qui n'est pas là, qui n'a pas pu venir, qui s'appelle Guillaume Marie, qui est lieutenant-colonel de la région citoyenne dans la zone terre nord-ouest et qui est représenté aujourd'hui par le colonel Noulins. Son action porte sur la formation des cadres, notamment à travers de l'organisation de staff ride au profit de l'état-major, car le métier de ce monsieur est, en tant qu'historien, d'accompagner les différents cadres dans la région du Calvados, région forte d'histoire. Mon colonel, à vous la parole. Merci de me donner la parole. Mon général, messieurs les officiers généraux, chers camarades, mesdames, messieurs. Alors, je suis désolé de parler à la place de Guillaume Marie, mais malheureusement, il ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. Alors, il est 06 à l'horloge. Donc, Guillaume Marie, c'est quelqu'un qui connaît bien le territoire du Calvados. Je vous rappelle que le Calvados, c'est un désert militaire, que la Normandie est la seule région de France qui n'héberge aucune unité de l'armée de terre. Donc, il y a 0 armée de terre en Normandie et 0 militaire dans le Calvados, mis à part les 2 sémaphores. Donc, Guillaume Marie est quelqu'un de très précieux parce que comme il est guide opérateur, il connaît vraiment très bien le terrain et notamment, il aide à loger les unités qui sont en manœuvre ou en déplacement dans le Calvados. On trouve des hébergements gratuits, généralement, parce que dans les régiments, généralement, ils n'ont pas de budget pour se loger. Il aide également beaucoup les armées alliées, que ce soit les Américains, encore que les Américains, ils sont en terrain conquis, ils ont moins besoin de notre aide, mais on les aide quand même. Les Britanniques, les Polonais, les Néerlandais ou même les Belges. Donc il est bilingue en anglais, donc ça permet également, ça m'aide grandement pour accueillir, quand il y a des demandes d'armées étrangères, pour pouvoir les accueillir, et ça arrive très souvent dans le Calvados. Ensuite, comme ça a été dit, il encadre, il aide à la préparation des visites du champ de bataille, ce que les Britanniques appellent les Battlefield Tours, et également les études historiques sur le terrain, que les Anglais appellent le Staff Ride. Alors,
Par exemple, d'ici quelques semaines, sans dévoiler de secret, il y a une réunion de chefs d'état-major étrangers. Donc le SEMA va aller les réunir dans le Calvados. Je ne vous dis pas quand, je ne vous dis pas où, parce que c'est secret. Mais Guillaume Marie a grandement aidé le cabinet de l'EMA pour trouver des lieux, et notamment également des lieux de mémoire que l'on puisse visiter facilement, et pour les chefs d'état-major et pour leurs épouses. Également les états-majors parisiens, quand ils viennent faire un séminaire de réflexion, dans le Calvados, ça arrive, le Collège des inspecteurs, l'inspection de l'armée de terre également, le MAT-BRI qui est venu également, la DGA qui est venu également faire un séminaire. Donc là, on les accueille et c'est Guillaume Marie qui organise les visites des sites historiques de la bataille de Normandie. Les écoles, bien sûr, donc que ce soit le MIA, Saint-Cyr, l'école de guerre interarmée, puisque l'école de guerre terre va dans l'Orne, elle ne va pas dans le Calvados, mais l'école de guerre interarmée vient tous les ans. Et là encore, Guillaume Marie est là pour encadrer les stagiaires, pour aider également les cadres professeurs de l'école de guerre qui préparent ces staff rides. Les unités, donc le CPA-10, donc les commandos parachutistes de l'air, puisque bien sûr la DMD est interarmée, on ne travaille pas que pour l'armée de terre. L'école des Mousses également qu'on a accueilli, le 8e RPIMA, le 3e RIMA, le 3e Hussard, il y en a d'autres. Le SMV de Montigny-les-Metz également qui est venu, et là on a tout organisé pour eux. Donc le capitaine commandant s'est entièrement reposé sur Guillaume Marie et la DMD pour organiser sa visite. Également les écoles préparatoires de Bourges, les nouvelles scolarités qui ont été mises en place. Là c'est le général Baldi qui nous avait demandé d'organiser quelque chose. Guillaume Marie a également organisé la visite du site d'Omaha Beach. Voilà. Et puis bien sûr les militaires de Sentinelle, quand ils sont en QRF, visitent également les plages sous la houlette de Guillaume Marie. Et enfin, je terminerai là-dessus, puisque j'entends le couperet de la guillotine. Très très bien, mon collègue. Bon, bien sûr, les actions jeunesse, dont on a déjà parlé, que ce soit dans le cadre du Trinôme académique, où on organise donc des rallyes avec nos amis de l'IHEDN R3 et l'éducation nationale, notamment sur les pas du général de Gaulle. Vous savez que le général de Gaulle, je ne vous l'apprendrai pas, a débarqué en Normandie le 14 juin 1944. Il a fait son premier discours de Bayeux. Donc là aussi, Guillaume Marie a encadré 150 collégiens. En bilatéral, on a également travaillé avec les vacances apprenantes. Pendant l'été, c'est Guillaume Marie qui a monté entièrement la visite de Pegasus Bridge et du Mont Hillman, pour ceux qui connaissent. Mont Hillman qui ne se visite pas normalement, qu'on a fait spécialement ouvert pour les collégiens. Bien sûr, des interventions auprès des classes de défense, la marche sur les commandos Kiefer, on a suivi les traces du commando Kiefer entre Colville, Montgomery et Amfreville, pour ceux qui connaissent, donc marine. Et puis, dans le cadre donc, du plan égalité des chances, les classes de défense et de sécurité, on en a 2 dans le Calvados, bientôt 3 avec les écoles militaires de Saumur. Et puis, le dispositif cadet de la défense que nous avons ouvert cette année, qui s'appuie entièrement sur la DMD. Et là, Guillaume Marie, bien évidemment, a pris à sa charge toutes les visites des sites de mémoire sur la bataille de Normandie. Et puis en plus, bien sûr, Guillaume Marie intervient dans toutes les autres activités de la DMD, que ce soit pour les JNR ou quelque chose d'important, la recherche de financement, puisque le DMD passe son temps à chercher des sous, en fait, pour mener à bien ses activités de rayonnement. Voilà. Donc un grand merci à Guillaume Marie, je n'y suis pour rien, c'est lui qui a tout fait. Voilà. Merci mon collègue. Alors quand on parle de sous, il y a des gens qui s'en occupent. Je crois que Delphine va nous en parler. Donc Delphine Charles Perron, qui est le lieutenant-colonel de la réserve citoyenne au sein de la prestigieuse brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Elle est déléguée générale de la Fédération des entreprises immobilières et son action porte sur le mécénat. Alors, première question. Est-ce que nous nous étions organisés? Rien dans votre parcours ne vous prédisposez à être ici aujourd'hui. Comment êtes-vous arrivé à la BSPP? Alors, Notre-Dame a brûlé. C'est pas un scoop, mais c'est comme ça que ça a commencé. Notre-Dame a brûlé et donc je dirige une fédération professionnelle
qui représentent des grosses sociétés immobilières. Et nous avions curieusement un conseil d'administration le lendemain, donc le 16 avril. Et là, vous aviez Bernard Arnault et François Pinault qui se battaient à coups de 300 millions d'euros et l'argent qui pleuvait partout. Et mes administrateurs ont dit, on va faire quelque chose, mais la cathédrale, elle va être construite, il y a beaucoup de sous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Et donc, une administratrice, parce que les bonnes idées viennent souvent des femmes, a dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'aiderait pas ceux qui ont sauvé concrètement la cathédrale, donc la brigade des sapeurs-pompiers de Paris? Et donc le conseil d'administration m'a donné mission de me rapprocher de la BSPP pour savoir comment leur donner un peu d'argent, ce qui a été assez compliqué. On a fini par y arriver et certains de mes adhérents, moi-même, d'autres entreprises qui avaient eu la même idée que nous, ont été reçus début juin 2019 par le formidable général Gallet qui nous a expliqué ce que c'était que la BSPP et les œuvres qu'on pouvait soutenir. L'association des œuvres sociales des sapeurs-pompiers de Paris qui aide les veuves, les compagnes, les orphelins, etc., des pompiers encore beaucoup trop nombreux décédés ou blessés lors des interventions. L'association Formation Jeunesse qui prend en charge tout ce qui est service civique, intervention dans le cadre des bacs pro, métiers de la sécurité, les jeunes sapeurs-pompiers de Paris, etc. Et enfin, le musée, l'association en charge du musée de la BSPP, donc tout ce qui est devoir de mémoire et mise en valeur de cet incroyable patrimoine qu'ils ont de camions rouges et rutilants, restaurés, uniformes et autres. Voilà. Donc, on a pris les choses en main, on a mis en place des conventions, on a formalisé juridiquement les dons, on s'est renseigné sur le régime fiscal, etc. Tout ça, ça a pris du temps, il a fallu aider un peu pour packager tout ça. Et donc, en fait, moi, dans mon cas, l'action a précédé la nomination. C'est-à-dire que j'ai travaillé pas mal de mois à la BSPP et finalement, à force de me voir m'agiter, un jour, le général Gallet m'a dit, ben voilà, j'ai une bonne idée, vous allez devenir réserviste. Et là, vous dites, est-ce que je peux faire ça? Je fais déjà beaucoup de choses, etc. Mais on ne dit pas non à une institution formidable et à tous ces hommes qui sont nos anges gardiens à Paris, ces hommes et ces femmes. Et donc voilà. Et donc c'est comme ça que je suis devenue réserviste à la BSPP. Alors, bien compris l'histoire, mais concrètement, quelles sont les compétences que vous apportez à la brigade personnellement? Alors d'abord un carnet d'adresses, puisque moi j'ai été associée chez PricewaterhouseCoopers et donc maintenant je dirige une fédération professionnelle, ce qui veut dire que je rencontre beaucoup de gens. Une connaissance des entreprises, parce qu'on vit une époque formidable où les entreprises se dotent de raison d'être, deviennent des entreprises citoyennes, des entreprises à mission, doivent déclarer leurs engagements ESG. Et dans l'ES, il y a le sociétal, et dans le sociétal, il y a toutes nos parties prenantes, parmi lesquelles ceux qui veillent sur nous au quotidien. Et donc, quand on connaît bien l'entreprise, on sait exactement où il faut taper quand on voudrait que les gens mettent la main au portefeuille. Et puis après, il y a tout le volet aussi administratif et un volet de proactivité en essayant d'être boîte à idées et contributeur d'idées pour pouvoir développer ces mécénats. Et le lien entre la brigade et vous-même, comment se fait-il ? Alors, le lien, il a été formidable. Moi, je n'ai pas fait de service militaire, j'y connaissais rien. Je me promenais dans les couloirs de la BSPP. Ils avaient tous un écusson au milieu de leur polo bleu marine et je me disais, mon Dieu, celui-là, est-ce qu'il est capitaine ou lieutenant-colonel? Je ne savais pas comment l'appeler. Je ne savais pas qu'on ne disait pas mon général quand on était une femme. Enfin bon, on me demandait mon AMR. Pour moi, c'était la vie de mise en recouvrement et je ne savais pas ce qu'on me demandait. Enfin bref. Donc au début, ça a été un peu compliqué et la brigade a été formidable. Je leur ai dit, voilà, moi, je veux bien vous représenter, mais je veux être crédible, je ne veux pas avoir l'air d'une idiote. Et donc, il faut que vous me formiez. Donc, déjà, j'ai passé une journée chez eux à la brigade à faire tous les bureaux, que ce soit les RH, la finance, etc., pour comprendre comment ça marche. Et puis après, j'ai passé 24 heures en VSAV à la caserne Grenelle. Je suis sortie 11 fois. Enfin, j'aurais dû sortir 12, mais à 3 heures du matin, j'ai raté mon camion parce que je ne suis pas rentrée suffisamment vite dans mes Rangers. Et quand je suis arrivée en bas, le camion était parti. Voilà. Et puis, sur
surtout, je travaille avec une grande complicité avec des gens formidables, notamment le lieutenant-colonel Claire Bouette qui me fait l'amitié d'être là aujourd'hui et on travaille très très bien ensemble. J'ai des rendez-vous réguliers avec le général et effectivement, quand ils font des événements comme les vendanges de Blanche, ils m'invitent et j'ai vraiment l'impression d'être partie prenante de ça. Et donc, du coup, ma vie professionnelle et ma vie de réserviste, elles sont étroitement mêlées. C'est-à-dire que quand, dans le cadre de mon boulot, je rencontre un dirigeant, maintenant, je ne le google pas pour regarder seulement ce qu'il a fait, etc., mais voir aussi si jamais il a fait son service militaire, quel est son... Et à la fin, je change de casquette, je lui colle ma carte de visite de la brigade et je lui dis que ça serait bien si il pouvait faire quelque chose, soit pour les orphelins, soit pour le musée. Voilà, donc, et je pense que oui, ce lien, c'est quelque chose d'extrêmement important et de se sentir extrêmement accueilli au milieu d'une institution qui finalement fait que vous êtes très à l'aise parmi eux et vous vous sentez un d'entre eux alors qu'en fait, au départ, rien ne vous prédestinait à être pompier. Merci, voilà. Bravo. Alors pour terminer, j'ai le grand plaisir de vous présenter Monsieur Alphonse Framand, qui est lieutenant-colonel de la réserve citoyenne aux éléments français au Sénégal. Et en tant que gamin d'Afrique, je l'apprécie particulièrement parce qu'il a fait le vol du Sénégal pour ces 2 jours. Donc il est venu nous voir de loin. Il a pris de son temps et il vient vraiment de loin. Donc on devait avoir un exemple d'engagement supplémentaire, je pense que celui-là est beau. Il est directeur général de l'International Drilling Company, IDC. Comme vous pouvez le voir, c'est une société bien française. Son action porte sur la diffusion de l'esprit de défense parmi les expatriés et la société civile locale. Et Dieu sait si en Afrique, ces temps-ci, c'est une sacrée mission. À toi, Alphonse. Merci. Je vais prendre le tien. Oui. Merci, Thierry. Mon général, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, chers camarades, je suis donc issu du Sénégal. Je suis de la 3e génération. En fait, mon grand-père était administrateur, on appelait à l'époque commandant de cercle, du côté de Louga, au Sénégal. Mon papa a été médecin toute sa vie au Sénégal, avec un double engagement professionnel, bien sûr, mais surtout humain. Représentant des qualités aussi qui font la France, le dévouement, le service des autres. Et moi-même, je suis revenu au Sénégal il y a une dizaine d'années. Et à ce titre, avec un peu de recul, donc j'ai eu la chance de pouvoir connaître le Sénégal à l'époque de mon enfance, le connaître à travers ce qui m'avait été expliqué par mon grand-père, puis mon père, et surtout le revoir avec un certain recul. Et le Sénégal fait partie d'une des 4 zones opérationnelles où pratiquement, dont parlait ce matin un des généraux qui a présenté donc cette zone on va dire d'opération pour nos armées. Et à ce titre, il m'a été naturel de rejoindre la réserve citoyenne quand le général Facon me l'avait proposé à l'époque. Et donc, ça fait donc le 3e général avec qui j'ai l'honneur de collaborer au sein des éléments français au Sénégal, dans cette réserve citoyenne que j'ai aussi l'honneur de présenter. Et si vous le voulez bien, en dehors de ma propre personne, je voudrais en quelques minutes, vraiment très rapidement, vous présenter la réserve citoyenne des éléments français du Sénégal, qui est assez spécifique. Spécifique pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a été créée relativement récemment, en 2013, et très rapidement, elle est devenue l'une des plus importantes en effectifs hors France, puisque les effectifs varient entre 65 et 100 personnes, selon les époques. Et pour citer ce qui a été dit également ce matin, la quantité peut être parfois la qualité. Et je pense que dans ce cas-là, ça l'est, puisqu'elle est composée de la plupart des chefs d'entreprise français qui sont basés au Sénégal, voire en Afrique de l'Ouest, puisqu'on a élargi un petit peu le panel, des hommes et femmes d'affaires, des professions libérales, et également, et c'est intéressant, quelques binationaux soigneusement sélectionnés qui apportent un peu de cohésion à notre action,
et qui permet aussi de renforcer notre image au sein du pays hôte, hein, et nous verrons l'importance que ça revêt un peu plus loin. Donc depuis 2013, l'effort permanent est porté sur l'élaboration des travaux de prospective, en fait, en lien avec les intérêts civils et militaires de la France dans la sous-région. Et ça a donné notamment lieu à un des travaux les plus importants qui a été fait, je crois que c'était en 2017, a permis la production d'une étude sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, à laquelle j'ai participé, et qui a été, si je ne me trompe pas, déposée sur le bureau de l'Élysée. Donc nous faisons vraiment, je veux reprendre aussi une expression du général Givre de ce matin, s'il y a le fer de lance, c'est vraiment l'image que j'aurai de cette réserve citoyenne, parce qu'elle est en parfaite cohésion avec les éléments français au Sénégal, et on forme comme un pack de rugby, et à travers notre connaissance de la sous-région, ce qu'on peut remonter en fait aux armées, et à travers aussi les sujets que nous traitons, nous permettons de démultiplier on va dire les efforts de compréhension qui sont faits sur la zone à un moment où c'est relativement crucial. Alors, tu parles de fer de lance, c'est plutôt la SAGE là, dont on parle. Mais dans le contexte dégradé de l'Afrique de l'Ouest et la montée de l'action des groupes terroristes, le dénigrement de la France qu'on entend souvent, comment est-ce que l'action des réservistes citoyens au contact s'inscrit-elle localement en soutien aux éléments français au Sénégal? Oui, c'est excellent, on est au cœur du sujet, précisément, hein, puisque on ne peut pas être neutre en tant que réserviste citoyen dans cette zone. Nous-mêmes, nous sommes confrontés à la montée des périls, de la difficulté, du dénigrement de la France. Ma société travaille à cheval sur plusieurs pays, hein, qui sont le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Sénégal, un peu la Mauritanie. Et donc, nous tous, nous sommes confrontés à cette montée de on va dire, de l'instabilité. Et dans ce cadre, il nous a été, on va dire, crucial de nous pencher dessus et de nous engager avec les éléments français au Sénégal qui animent un petit peu cette réserve citoyenne pour comprendre ces enjeux et essayer d'en définir les contours et surtout proposer des plans de résilience finalement. Et pour vous juste illustrer ce que nous faisons cette année, hein, nous avons 5 thèmes par exemple de travail. Donc un qui s'intitule le French bashing, hein, qui est un anglicisme pour dire le dénigrement de la France. Quelle réponse de l'équipe France, hein, donc on se positionne vraiment comme une équipe entre civils et militaires. Une autre réflexion porte sur l'action des éléments français au Sénégal, comment mieux la faire connaître. Une troisième réflexion est sur les caractéristiques de la coopération appliquée à l'Afrique de l'Ouest. Et puis 2 autres qui sont plus techniques sur l'influence des islamistes et la résilience du Sénégal, notamment, c'est la cartographie des risques et perspectives pour la zone frontalière Sénégal, Mali, Guinée. Et enfin, le rôle des confréries. Est-ce qu'elles jouent véritablement, comme on a l'habitude de le penser, un rôle d'endiguement dans la menace de cette montée terroriste, en particulier au niveau de la frontière orientale du Sénégal? Voilà, moi-même, je participe à 2 de ces groupes de réflexion. Et j'ai aussi pu contribuer à recruter d'autres réservistes citoyens sur la base de ce genre de discussion. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Voilà, mon général, nous touchons à la fin des présentations. The floor is yours. La première raison de prendre le floor, c'est probablement de récompenser un peu plus formellement les témoignages, enfin, les réservistes citoyens qui ont délivré ces témoignages. J'ai trouvé ces témoignages effectivement extrêmement intéressants, extrêmement variés et tout à fait appropriés chacun dans son domaine par rapport à un certain nombre d'actions, non pas seulement pour les armées, mais pour l'esprit de défense au sens large. Et avant de vous dire quelques mots sur cette perception de l'esprit de défense, vraiment je voudrais pouvoir distinguer
les réservistes citoyens qui ont aujourd'hui apporté ces témoignages, sachant que derrière la distinction vers ces 8 réservistes citoyens, c'est une forme de distinction vers l'ensemble des réservistes citoyens, de la réserve citoyenne, que je veux orienter ce geste. Voilà. Pour le 100, donc le 14 juillet, je m'inscris. Merci, mon général, avec plaisir. Il d'attente de 2 heures, c'est ça. Félicitations déjà pour cet engagement. La flamme. C'est des raisons. Ouais. Bien, félicitations à vous.